on en parlait un petit peu en off. On a l'impression quand même que le cours des cryptos de manière générale a beaucoup augmenté ces derniers temps et peut-être même trop vite et trop rapidement. Donc, nous, notre conviction là-dessus, on essaiera de vous donner un peu notre avis avec des éléments concrets, des données, etc., pour vous expliquer, selon nous, pourquoi on pense que ça serait important, pourquoi ça serait intéressant et ça serait même sain d'avoir une correction qui arriverait dans les mois à venir pour ensuite consolider sur des niveaux sans doute un petit peu plus bas pour après peut-être avoir un bull run qui continuerait par la suite. Parce que là, bien évidemment, qu'on a une progression qui est énorme, sauf que si on continue sur cette dynamique, peut-être qu'on arriverait sur un cycle beaucoup plus précoce qui pourrait se terminer sur l'année 2024, là où beaucoup de personnes penseraient que 2024 serait que le début, peut-être que ça serait la fin. Voilà, on n'a pas de boule de cristal encore une fois, mais on va essayer dans cette vidéo de vous donner notre retour à ce sujet et vous partager les éléments qui nous poussent à penser dans cette direction-là. Donc, je ne sais pas si tu veux commencer, peut-être Théo, pour donner un peu le fond de ta pensée pour certaines personnes là, qui commencent à rentrer dans la crypto ou qui sont peut-être déjà dessus. Quelle est ta perspective à ce sujet? Est-ce que tu penses que voilà, par la suite, on risque d'avoir sur 2024 une baisse, une correction, et est-ce que selon toi, ça serait sain? Ou est-ce que tu penses qu'on peut encore continuer avec le halving qui arrive et tout ce qui s'ensuit, quoi? Ouais. Eh bien, on va commencer par ça. Donc déjà, peut-être pour mon point de vue sur l'état actuel du marché, peut-être un peu surpris de la rapidité des choses. Comme on avait échangé dans d'autres lives, bien sûr, on suit la communauté crypto, on va à des events, on fait des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 semaines, il n'y avait pas cette sensation-là. C'est-à-dire, moi, j'avais échangé avec plusieurs personnes de la communauté que j'ai pu rencontrer en présentiel, lors d'un meet-up. Et on en avait déduit, mais vraiment, il y a 2-3 semaines, que le bull run, le bull market plutôt, n'avait pas encore vraiment commencé, que c'était plus les institutionnels qui poussaient un peu le prix à la hausse, mais que dans tous les cas, le retail n'était pas encore là, que le halving n'était pas encore passé, donc il restait encore de la marge avant d'attaquer vraiment le bull market. Et c'est vrai qu'en 3 semaines, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'est accéléré, mais tout en même temps. On a eu le Bitcoin qui a breaké son ATH, on a l'Ether qui fait des super performances, et de manière plus surprenante et peut-être plus étrange aussi, on a les mêmes coins, notamment sur Solana, qui sont en train d'exploser de partout, et avec, pour le coup, les retails qui commencent à bien arriver. On parlait la dernière fois aussi des indicateurs empiriques. Je commence à voir voilà, des personnes de mon entourage, familiers proches, qui disent « Ah, t'as vu la crypto, ça monte ». Donc ceux qui avaient été assez ouverts pour investir, et ils commencent à me dire « Ah, la crypto et tout, ça commence à monter ». Et avec des retours de type ah ben à la machine à café aujourd'hui, j'ai entendu qu'il parlait du Bitcoin, hein, ou des choses comme ça qui Ouais. jusqu'à moi, c'était fini ça, tu vois, on n'en parlait plus tout ça. Et là, d'un coup, j'ai l'impression, ça s'est accéléré. ouais, c'est ça, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a d'un coup, bouf, ça, il y a tout qui arrive, et l'ATH, tout qui pump en même temps, tous les écosystèmes, tout le schéma narratif, il y a plein de choses qui pump en même temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu encore le halving, donc il est prévu pour bientôt, certes, mais on l'a pas encore eu. Et c'est vrai que c'est ce qui me surprend un peu par rapport au dernier cycle. Parce que si on revient un peu en arrière, moi, le dernier cycle que j'ai vraiment vécu avec de l'argent investi, c'était à partir de 2019 où je suis rentré. Et le dernier halving qui date, c'est à peu près tous les 4 ans, mais je me sens que c'était vers mai 2020. On n'était pas du tout sur cette configuration-là au niveau des états d'esprit, au niveau des prix. Il me semble qu'en mai 2020, c'est là où on avait pu rentrer sur, même un peu avant, sur de l'Ethereum, on était à moins de $200 dans tous les cas, des choses comme ça. Donc, tu vois, on est sur un pré-halving beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé, avec encore une phase d'accumulation qui était encore là, où bon, les prix avaient commencé à augmenter un petit peu, mais pas autant que ce qu'on voit là pré-halving. Donc, un message aussi un peu de surprise, voilà, à voir ce qui peut se passer. Mais après, dans tous les cas, pour coller au titre un peu, de voir si on attend un retracement, je suis d'accord avec toi que ça serait sain qu'on arrive à une correction rapidement. Et de toute manière, on sait très bien que moi, ça me paraîtrait, encore une fois, c'est mon opinion personnelle, mais ça m'étonnerait qu'on monte comme ça, hein, qu'on continue à monter avec cette direction-là jusqu'à atteindre plus d'ATH, jusqu'à la fin du bull run, qui peut peut-être arriver plus tôt, mais sans qu'on ait une correction, et pourquoi pas une correction assez importante, je sais pas, 20, 30, 40%. Je sais pas, mais ça m'étonnerait quand même qu'on ait aucune correction et qu'on continue de monter comme ça jusqu'à peut-être la fin d'année, ou je sais pas, mais voilà, je trouve que ça va très vite, et on commence à arriver sur
sur quelque chose, une montée qui est plus forcément saine. En scène, ouais, exactement. Ouais, et puis comme tu dis, là en ce moment, il y a énormément de meme coins qui sont en train d'exploser un peu de partout. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On avait parlé lors du précédent live du Dog with Hat. Là, les performances sont abusées. Et ce qui est marrant en fait avec ce coin, c'est que normalement, les meme coins, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, c'est très simple de lancer un meme coin. En général, vous utilisez un standard. Alors là, le Dog with Hat, c'était sur Solana, mais par exemple sur Ethereum, il y a plein de meme coins qui se lancent sous le standard ERC20. Donc c'est très facile de prendre. On dit tac, on garde 90% de la supply, on lance le projet, on crée du fake volume en faisant en sorte d'échanger des tokens d'un wallet qu'on possède à un autre wallet qu'on possède. On crée une hype sur les réseaux sociaux en faisant genre qu'il y a de la demande, on fait même pumper artificiellement le prix. Et quand tout le monde s'y intéresse, on crée une pool de liquidité avec la paire, je sais pas, le token, par exemple le Dog with Hat avec Ether ou Solana, la paire d'échange qui est principale sur la plateforme d'échange qui nous intéresse. Et lorsqu'il y a suffisamment d'engouement, en général, ils font un rug pull, donc ils vont retirer la liquidité et vous vous retrouvez avec le token qui ne sert plus à rien. Ce qui est marrant avec le Dog with Hat, c'est qu'ils ont lancé le projet. Les développeurs avaient, pareil, comme d'habitude, une grosse partie de la supply. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont sortis totalement du projet parce qu'ils ont vendu très, très tôt. En fait, ils ont vendu tous leurs tokens très, très tôt. Sauf que la puissance acheteuse était telle qu'au final, ils sont sortis du projet et aujourd'hui, ils sont à fois, je ne sais plus combien le fois de supérieur par rapport au cours duquel ils ont vidé l'intégralité de leur bag. Donc, c'est pour dire à quel point on peut avoir une viralité sur les meme coins. Et en général, moi, ça me fait rire, en fait, tout cet écosystème des meme coins, les DJs et tout. On en parlait dernièrement en off, là, avec Théo, avec Andrew TT, là. C'était quoi? C'est Andrew TT et Joe Biden, les Joe derniers Biden. Ouais. même coin hot sur Solana. Ouais. Faudrait que tu partages un peu ton écran pour que tu voyes un peu. J'ai sorti. Ouais, vas-y, partage ton écran en attendant que je finisse mon truc. Mais c'est vraiment super marrant en fait de voir ce qui se passe. Par contre, en général, c'est quand même synonyme d'une certaine euphorie sur le marché ou de quelque chose pour moi qui n'est pas durable. On a vu la même chose sur 2021. Pareil, sur 2017, c'était n'importe quoi. Pour moi, on n'est pas encore au même niveau que la période euphorique de 2021 ou peut-être celle qu'on aura sur 2025. Mais attention, voilà, quand on a énormément de meme coins, quand ça commence à partir un peu de partout et qu'on voit des personnes, un peu la machine à café, qui viennent vous parler de Bitcoin, de crypto, regardez au niveau de votre entourage, des gens qui ne s'intéressaient pas à la crypto, qui maintenant soudainement sont devenus des passionnés de la technologie et qui vous demandent quand est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin. Voilà, il faut quand même rester vigilant et je pense aussi que ça serait très sain de pouvoir avoir une correction, voire une grosse baisse, que, en tout cas, par exemple, le Bitcoin puisse redescendre au niveau des, je sais pas, 40 000, 45 000 $. Donc, les altcoins prendraient un sacré coup. Et puis là, qu'on puisse latéraliser pendant plusieurs mois, voire même plusieurs trimestres, même jusqu'à la fin de l'année 2024, ça me semblerait très, très sain. Et si on est dans cette conformation-là, on pourrait avoir plus de positifs, on pourrait s'attendre à avoir plus de positifs sur 2025. Là, si on continue dans cette même lignée, on a le halving, si ça continue encore d'augmenter, encore et encore, là, le Bitcoin a dépassé son ATH. Donc, pour moi aussi, c'est qu'une question de temps avant qu'on ait vraiment la alt season. En général, la vraie alt season avec la phase parabolique sur tous les altcoins, c'est à partir du moment où le Bitcoin a dépassé son ATH. Ça a été le cas. Donc, il y a une période de latéralisation qui peut prendre plusieurs mois avant d'avoir cette augmentation presque parabolique des prix sur les altcoins. Si jamais ça arrive aussitôt dans le cycle, on vous continuera de vous faire des lives, on vous tiendra au courant, mais je pense que ce sera intéressant pour vous de sortir quand même quelques billes et de vous préparer à toutes les éventualités. Si ça continue de monter, vous serez encore dans le marché parce que vous n'aurez peut-être pas tout vendu. Si jamais on est dans un scénario différent où le cycle on va dire, s'arrête beaucoup plus tôt que prévu, pareil, vous serez protégé, donc vous serez tranquille de ce côté-là. Donc, je vais vous partager mon écran avant que tu montres là les meme coins, Théo, pour donner quelques indicateurs que je regarde en ce moment et qui me poussent à penser quand même qu'on est encore dans une période trop élevée par rapport à ce qu'on connaît habituellement parlant. Alors, ça peut être drivé par la demande liée aux ETF, principalement, mais toutes les raisons qui me laissent à penser que ça serait important, que ça serait intéressant, et pour moi, qu'il y a quand même une forte probabilité qu'on ait une correction dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Donc, je vais vous partager mon écran. Tu vas me dire, Théo, si on voit bien ce qui est présenté. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais. Nickel.
Donc là, ce que je vous montre ici, c'est sur CNN Business. En fait, ils ne prennent pas forcément ce qu'il y a sur la crypto. C'est un peu l'équivalent du Fear and Greed Index qu'on a en crypto, que vous retrouvez sur CoinMarketCap, par exemple. Sauf que là, c'est plutôt axé sur la finance traditionnelle. Parce que le bull run qu'on voit en crypto, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe à côté, hein, sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le MSCI World, tout un tas d'indices très connus. En fait, c'est ATH sur ATH sur ATH. Hein. Pareil, c'est l'euphorie un peu de partout. Et en ce moment, selon cet indicateur, on est sur l'extrême greed, donc l'extrême cupidité. Et en général, quand on est là-dessus, ça aussi beaucoup, donc extrême greed à extrême fear, et puis ainsi de suite pour repasser sur l'extrême greed à l'extrême fear. Mais pour moi, c'est pas durable de rester sur ce genre de scénario. Il va bien arriver à un moment donné où il va y avoir une correction. Donc ça, c'est sur les marchés tradis, mais également sur le marché crypto. Hein, si je zoome un peu, aujourd'hui, vous êtes dans le vert, extrême cupidité en ce moment sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur la plupart des meme coins. Hein. Si vous regardez les performances des meme coins sur les 7 derniers jours, c'est n'importe quoi. Le Shiba Inu, alors ça a un petit peu baissé, mais on était sur du 250%. Le PP, c'était pareil. Là, tu en as cité quelques-uns. On va vous montrer. C'est marrant, mais c'est quand même signe et précurseur d'une évolution de marché qui, selon moi, n'est pas forcément durable. Je vous ai mis là aussi la charte du S&P 500. Donc, le S&P 500, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, à l'intérieur, on va avoir déjà, il faut savoir que c'est une répartition par capitalisation. Donc, plus une entreprise va avoir, entre guillemets, un market cap et une capitalisation importante, plus elle va peser lourd dans l'indice. C'est pour ça que dans le S&P 500, on va retrouver avec une forte pondérance dans cet indice des entreprises comme Amazon, Tesla, Microsoft, etc., et Nvidia d'ailleurs dernièrement, parce qu'Nvidia a eu une énorme augmentation. Bon, donc là, je vous ai mis la charte du S&P 500 et vous voyez que depuis 2022, depuis septembre 2022, un peu comme la crypto hein, avec le Bitcoin, on a eu une augmentation énorme du cours. Là, on est clairement à l'ATH pour le S&P 500. Pour le Nasdaq, qui est pareil, un indice, mais plutôt sur les valeurs technologiques. Vous voyez qu'on vient tout juste de dépasser l'ATH. Avant, c'était 15 800, je crois, le précédent qu'on avait sur 2021. On a eu une bonne correction. Et là, on est repassé sur un ATH sur le Nasdaq. Et les valeurs technologiques, c'est quand même assez précurseur et évocateur du sentiment de marché. Parce que souvent, quand les gens ont tendance à avoir confiance au marché, ils vont se dire ok, je vais investir sur les nouvelles entreprises du moment, des entreprises dites de croissance par exemple, donc des entreprises comme Tesla qui vont avoir tendance à essayer de créer un nouvel écosystème, ou voilà, on a un regain de confiance de la part des investisseurs, et ça se ressent énormément. Et pourquoi je vous dis que c'est pas forcément quelque chose de très durable? Déjà parce qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas avoir des arbres qui poussent jusqu'au ciel. Souvent, quand il y a une progression qui est énorme, et vous le voyez en crypto, hein, quand il y a une augmentation qui est énorme et une période euphorique qui est énorme, souvent ce qui suit après, c'est la même chose, mais du côté inverse. Plus on va avoir une phase euphorique importante, plus le cours augmente fort, rapidement, moins il a le temps de consolider, moins il a le temps d'avoir de mettre en place, on va dire, des zones de support spécifiques et d'avoir une vraie structure graphique qui tienne la route. Donc, plus on est dans une conformation où au final ça monte, plus on augmente nos chances et nos probabilités de tomber dans le scénario inverse, c'est-à-dire d'avoir une baisse qui soit aussi forte et aussi brutale que la montée. Donc il y a un indice qu'on vous parle depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne, en tout cas un indice, quelque chose qu'on suit d'un point de vue macroéconomique, c'est le pivot de la Fed. Donc à chaque fois qu'on a eu des augmentations de taux d'intérêt en général pour lutter contre l'inflation, c'est comme ça que ça sert, hein, les taux directeurs servent à ça, c'est-à-dire quand on veut redonner confiance aux investisseurs et faire en sorte que les gens investissent, qu'ils puissent embaucher, etc., souvent on va baisser les taux d'intérêt, les taux directeurs vont baisser, ce qui fait que l'argent coûte moins cher, et donc les gens sont prêts à prendre plus de risques pour investir, parce qu'il n'y a qu'en France où on est sur des taux fixes, mais dans le monde entier, on est quand même sur des taux variables. Donc, si aujourd'hui, vous avez investi en France sur 25 ans avec un taux, je ne sais pas, à 1%, pour vous, ça ne va pas changer grand-chose, même ça ne va clairement rien changer. Par contre, aux États-Unis, et c'est un peu les problèmes qu'on avait eu lors de la crise des subprimes en 2008, c'est que lorsque les crédits avaient été donnés à des personnes
qui de toute façon n'étaient pas solvables. Quand on était sur des taux d'intérêt assez faibles, ils pouvaient, entre guillemets, un peu s'en sortir. Quand on a eu une augmentation des taux d'intérêt, là, le coût de la dette devient de plus en plus important et c'est là où on a eu des faillites un peu en cascade. Donc, en général, quand on baisse les taux d'intérêt, les gens sont prêts à plus investir, plus prendre de risques, etc. Mais on peut avoir, et généralement, c'est là où on va avoir une impression monétaire importante. Et c'est là où on risque d'avoir des problèmes liés à l'inflation, une augmentation de l'inflation. C'est ce qu'on a pu voir après la crise du Covid, la crise sanitaire. Depuis mars 2020 et tout ce qui s'en est suivi, après, on a eu une augmentation énorme du coût de l'électricité, du coût des matières premières, de la nourriture, enfin, tout ce que vous connaissez autour de vous, il y a eu une inflation qui est énorme. Donc, pour lutter contre ça, la Réserve fédérale américaine et puis toutes les autres banques centrales ont décidé d'augmenter leur taux d'intérêt pour limiter justement les problématiques que je vous ai évoquées un petit peu plus tôt et garder sous séquestre ou sous contrôle cette inflation qui était galopante. C'est pour ça qu'on a eu une augmentation des taux depuis maintenant un certain temps. Là, depuis depuis septembre 2023, on est toujours sur les mêmes taux, c'est-à-dire on est à 5,33% de taux directeur. Et nous, ce qu'on s'attend, et c'est les pronostics un peu qui sont faits depuis maintenant un certain temps sur Internet, de la part des investisseurs et des analystes, c'est de dire que les prochains meetings, donc sur le mois de mai, et ensuite, il y a, je crois, sur le mois de juillet et sur le mois de septembre, où les gens s'attendent à avoir le pivot, donc une baisse de nouveau des taux d'intérêt, parce que si on augmente trop les taux d'intérêt, il va arriver un moment donné où le coût de la vie va coûter trop cher. Beaucoup de gens risquent de ne pas être capables de rembourser leurs dettes. Donc les banques peuvent être dans des positions compliquées. Si les banques ne vont pas correctement, elles ne prêtent plus. Si les banques ne prêtent plus, les gens sont plus prêts à prendre de risques. Donc la vélocité de l'argent diminue et il y a de plus grandes difficultés après pour faire fonctionner correctement l'économie. Parce qu'on est encore dans une économie où on incite les gens à dépenser leur argent. C'est pour ça aussi qu'on a une inflation, parce que si on n'avait pas aussi d'inflation, les gens n'auraient pas une incitation aussi importante à dépenser, utiliser leur capital. D'ailleurs aussi, ce qui a permis de remettre en cause et lancer l'écosystème crypto, c'est la vision autrichienne qui est autre que celle qu'on connaît aujourd'hui et qui fait partie en gros des gros modèles économiques européens, mais aux États-Unis et ailleurs. Donc bref, tout ça pour vous dire, sans rentrer trop dans les détails, que historiquement parlant, quand on a eu une augmentation des taux d'intérêt et qu'ensuite on a le pivot, c'est-à-dire une baisse de nouveau, parce que quelque chose se casse dans l'économie, les entreprises ont plus confiance, il y en a qui commencent à faire faillite et puis les banques ont peur de prêter leur argent, donc ils vont décider de baisser les taux pour faire en sorte de relancer un peu plus l'économie et rendre l'argent beaucoup plus facilement accessible. Et en général, quand on a un pivot, une baisse des taux d'intérêt à ce moment-là, après une forte hausse, ça s'ensuit par une récession en général. Vous voyez que toutes les zones en grise que vous voyez là ici à l'écran, que je vous mets, si je zoome un petit peu, toutes les zones en grise que vous voyez là, c'est des zones de récession économique. D'accord ? Donc, ce n'est pas tout le temps le cas, mais historiquement parlant, quand on a eu une forte hausse des taux et ensuite une baisse, s'en est suivi une période de récession économique. Ça a été le cas là, ça a été le cas ici, ça a été le cas ici. Bref, vous pouvez jeter un coup d'œil. Là, on a eu une forte augmentation des taux. Moi, je me dis que historiquement parlant, il y a quand même eu à chaque fois des grosses corrections et des récessions. Donc pourquoi cette fois-ci, ce serait différent ? Il y a toujours des scénarios et des personnes qui vont vous dire « Vous inquiétez pas, aujourd'hui c'est différent parce qu'il y a BlackRock, parce qu'il y a les ETF, parce qu'il y a X ou Y raison. » Moi, j'y crois pas forcément. Et historiquement parlant, quand vous avez un pivot de la Fed, quand vous avez une baisse comme ça des taux d'intérêt après une forte augmentation, s'ensuit du coup, comme je l'ai dit, une récession et du coup une baisse importante sur les marchés financiers. Le S&P 500, le Nasdaq, etc. etc. Et là, on voit, on est à l'ATH presque de partout, il y a une euphorie de partout, il y a des mêmes coins qui se lancent un peu n'importe comment. Tout le monde de nouveau commence à se réintéresser au marché. Donc, je trouverais ça sain qu'on ait une correction et sans doute que cette correction arriverait cette année avec le pivot de la Fed. Autre indicateur que je voulais vous évoquer, c'est l'indicateur de Buffett. Donc, vous connaissez Warren Buffett, l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur investisseur de tous les temps. Il a développé un indice qui porte son nom, qui s'appelle le Buffett Indicator, qui va mesurer la sous-valorisation ou la survalorisation d'un marché, principalement aux États-Unis, en faisant le ratio, en faisant la division entre la valeur totale
du marché des États-Unis, la valeur totale de l'ensemble du marché aux États-Unis, par exemple le cas du S&P 500 par exemple, et on va le diviser par l'équivalent du PIB, mais aux États-Unis ça se dit le GDP. Voilà, donc c'est Gross Domestic Product, donc c'est l'équivalent du PIB. Donc en fait, on va diviser la valorisation d'un marché par son PIB. Et donc, si on est sur quelque chose de trop important, comme c'est le cas là, par exemple, 184%, ça veut dire que selon lui, selon son indicateur, on est au-dessus de la moyenne de la tendance de fond. Donc, il considère que le marché est survalorisé. Et c'est ce qu'on peut voir, hein, si on descend un petit peu. Là, juste ici, vous avez l'historique depuis les années 50 de cet indicateur de Buffett. Hein, et on voit qu'on a une tendance avec la courbe en pointillé, donc c'est la moyenne. Des fois, on est un peu plus haut, des fois, on est un peu plus bas. Mais globalement, ça oscille sur une période plus ou moins longue, mais ça oscille quand même sur sa tendance de fond. Et souvent, quand on commence à aller vers le dessus, ça va avoir tendance, plus on va augmenter, plus on a de chance et de probabilité de revenir sur la moyenne et de corriger. C'est les cycles, hein, c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Et à l'inverse, quand on est en dessous, on a une tendance à se dire, tiens, ça va repartir sur sa moyenne de fond. Et sur le long terme, en fait, on a une tendance de fond qui est extrêmement haussière, parce que le marché aux États-Unis est très, très, très porteur. C'est d'ailleurs là où il y a eu des super performances. Par contre, attention, on peut avoir des surchauffes sur le court terme, voire des marchés qui peuvent être sous-évalués ou sous-valorisés à un moment parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a une crise, parce que peu importe. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on voit que la moyenne, là que je vous mets à l'écran qui est en grise, on a le cours, ici, l'indicateur de Buffett qui est au-dessus, et on voit que l'indicateur de Buffett, à l'heure actuelle, indique qu'on est valorisé à 184% par rapport au GDP, donc par rapport au PIB aux États-Unis. Donc on est pour moi surévalué concernant cet indicateur. Donc ça serait sain d'avoir quelque chose qui baisse, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais quelque chose qui baisse, qui latéralise, parce qu'on voit que la hausse en fait de cet indicateur de Buffett, hein, si vous jetez un coup d'œil, on a eu une baisse importante après la crise des subprimes en 2008, et depuis la crise des subprimes, on n'a eu qu'une augmentation. Donc, il y a eu des baisses momentanées avec la crise sanitaire, avec tout ce que vous avez connu, la guerre en Ukraine et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu une correction pour moi qui est aussi importante et significative que ce qu'on a connu historiquement parlant. Et aujourd'hui, on est quand même encore très éloigné de sa moyenne et de sa tendance de fond. Et pourquoi je vous parle du S&P 500 et de ce qui se passe aux États-Unis? Parce que ça reste quand même très évocateur on va dire, du sentiment de marché général. L'idée, c'est pas juste de vous dire voilà ce qui se passe aux États-Unis et la crypto, on est un truc à part. Je pense que théoriquement, la crypto n'est pas censée être de la même valeur fondamentale ou du même niveau que ce qu'on peut retrouver à côté. C'est une autre classe d'actifs. Néanmoins, aujourd'hui, on reste quand même très corrélé. Quand le marché va bien, la crypto va bien. Quand on a des taux bas, c'est très propice aux actifs risqués comme les actions, mais également aussi les cryptos. Et quand on va augmenter les taux d'intérêt, en général, c'est moins propice aux actifs risqués. On va aller sur des actifs dits moins risqués comme les obligations, les métaux précieux, etc., etc. Donc, ça, c'est ce que je vous dis depuis un certain temps, mais du coup, il faut vraiment que vous restiez vigilants. Et pour moi, si on a une surchauffe sur les marchés financiers au vu de tous les indicateurs que je vous ai dit, je resterai quand même très précautionneux sur la manière dont je vais allouer mon capital, parce que si vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour investir, je n'ai pas de réponse là-dessus. Tu me diras, Théo, si tu as besoin de rebondir sur ça, mais pour ceux qui se disent, est-ce que c'est maintenant qu'il faut que j'achète du Bitcoin? Moi, je me suis rendu compte avec l'historique que j'ai depuis le temps qu'on investit dans le secteur crypto principalement, que c'est jamais urgent d'investir. Qu'en général, quand vous avez une euphorie, quand tout le monde vous dit que c'est important, quand tout le monde s'excite en vous disant ça augmente parce qu'il y a des ETF, parce que telle ou telle raison, il y aura toujours une bonne raison de penser que ça pourra continuer d'augmenter et il y aura toujours une bonne raison pour penser que ça ne continuera pas de baisser. Le problème, c'est que le marché fera son cycle de toute façon. Ce n'est pas nous qui décidons à proprement parler et que si aujourd'hui vous avez pour vocation de rentrer sur du Bitcoin, et si vous dites je rentre sur du Bitcoin, je ne sais pas, pour une période de 20 ans, 25 ans, que vous rentiez aujourd'hui ou dans 2 ans ou dans 3 ans, au final, on s'en fout. Si par contre, vous avez pour vocation d'avoir, on va dire, peut-être des positions intracycles sur des périodes de 4 ans, je pense que de rentrer sur du Bitcoin aujourd'hui, quand bien même on pourrait passer sur du Bitcoin à 100 000, 120 000, 150 000, vous prenez un Bitcoin aujourd'hui à 120 000, c'est à peine un x2 par rapport à son cours actuel. Pour autant, le risque que vous prenez en l'achetant aujourd'hui, il est super élevé. Pareil sur de l'Ether, on est très proche de son ATH, donc vraiment restez vigilant. Voilà. Vous pouvez utiliser des outils comme les retracements de Fibonacci pour avoir un œil, encore une fois, vigilant et trouver des zones de support et des points d'entrée intéressants là-dessus.
Mais voilà, aujourd'hui, si vous avez de l'argent de côté, vous êtes complètement à l'écart du marché, je pense que ce n'est pas non plus la solution. Mais trouver cet équilibre, être complètement à l'écart du marché aujourd'hui, pour moi, je pense que ce n'est pas la bonne alternative. Tout comme être 100% investi, je ne pense pas que ce soit la bonne alternative. Moi, je suis investi aujourd'hui avec une bonne partie de mon capital, mais j'ai toujours une partie de stablecoin pour me permettre de re-rentrer et surtout de profiter de ces périodes un peu de black swan. Si demain, il y a le pivot et tout le monde se sera surpris en se disant « Oh là là, je ne comprends pas, le marché descend », dans des périodes de tendance haussière, pour moi, ce sera clairement pas le meilleur moment pour être bearish, quoi, pour se dire ça baisse, ah là là, c'est bon, c'est la fin du cycle. Non, on est clairement en bull run. Il y a une augmentation de cours qui est énorme. Si demain il y a une correction, si demain il y a le pivot et que ça, je sais pas, ça corrige de 30, 40, 50%, c'est un peu l'équivalent de mars 2020 avec la crise sanitaire. Là, c'est le moment de recharger et de pas attendre encore une correction plus importante ou de se dire c'est bon, c'est la fin, ça remontera jamais. Ça sera l'opportunité que vous aurez. Et pour moi, c'est la seule qui restera pour ceux qui voudront rentrer sur le marché à ce moment-là.